BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdocom. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on vous parle d'Instagram. Le réseau social s'associe à la direction de Conbini afin d'encourager les jeunes à aller voter et à s'inscrire sur les listes électorales. Il y aura aussi dans ce concept 4 créateurs de contenu. On recevra en plateau la directrice des affaires publiques chez Meta France, Elisa Bory-Estrades, ainsi que la directrice de la rédaction de Conbini, Marie Misset, et l'influenceuse Sally. Et bien sûr, dans le JT, on parlera Super Bowl, mais pas que. On parlera de cette campagne de Greenpeace qui lance un service de livraison imaginaire avec des plats infâmes. On vous expliquera pourquoi avec Rebecca Blanc-Lelouch. Et pour le décryptage, on parlera à nouveau de TikTok. Ils sont beaux, ils ont des millions d'abonnés et leurs vidéos cartonnent, mais ils veulent faire plus et mieux. On sera en plateau avec Édouard Montout, l'acteur qui supervise une formation pour les TikTokers, mais aussi avec l'influenceur Logan. A tout de suite sur Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business. Et bonjour à mes deux acolytes, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Margot. Et Eric Jaoui, fondateur de Zion Say. Bonjour Margot. Alors aujourd'hui, on parle d'un autre réseau social. On a eu TikTok en plateau. Maintenant, c'est Meta. Oui, c'est cela. C'est bien. C'est plutôt bien. Ça cartonne encore, Meta. Oui, je pense. Eric Jaoui, je vous pose la question. C'est votre dada quand même. Je pense. Jusqu'à quand on ne sait pas, mais pour l'instant, oui. Allez, tout de suite, c'est l'heure du Focus Com. BFM Business, Hebdocom, le Focus Com. Et on parle, comme je vous l'ai promis, de Meta, mais aussi de Conbini et d'influence. Alors, Elisa Bory-Estrades, vous êtes responsable des affaires publiques chez Meta France. Marie Misset, vous êtes directrice de la rédaction de Conbini. Et nous avons également par visio l'influenceuse Sally qui nous rejoint. Quel beau plateau de femmes, j'ai envie de dire. Moi, ça me fait plaisir. Bon, je suis toujours entourée d'hommes à chaque émission, mais voilà, là, je suis bien entourée. On est en position de force. Alors, à partir du on n'est pas le 8 mars en plus. Comment ? On n'est pas le 8 mars. Bravo pas BFM. Encore, pas Bravo encore. BFM. Alors, à partir du 1er février et jusqu'au 26, Instagram et Conbini dévoilent leur campagne Savote, une série de 4 vidéos réalisées en collaboration avec 4 créateurs de contenu appréciés par la jeune génération. Alors, on va les citer. Il y a Vargas92 avec 1,4 million d'abonnés qui en fait partie. Vous aussi, Sally, avec 639 000 abonnés. On y retrouve également Alexandre Gigot, 541 000 abonnés, et Laura Pétard, 428 000 abonnés. Et pour entrer dans le cœur du sujet, quoi de mieux que de regarder un petit extrait. Est-ce que si Laura Pétard se présente au présidentiel, vous allez voter pour elle? Toi direct. Jure. Salut les amis, c'est Laura Pétard et on se retrouve ici chez moi à Montpellier. On va partir à la rencontre des jeunes aujourd'hui pour leur rappeler l'importance de s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter. Venez avec moi, on va prendre la température. Eh bien, salut les amis, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Très bien et vous? Bonjour. Très bien, très bien. Est-ce que vous savez ce qu'il y a cette année en avril? Les élections présidentielles. Exactement, elle est vive, hein. Elle est plus vive que Watt. C'est vrai. Est-ce que t'es content? Ouais, je suis content. Ouais. Vas-y, dis face quand même, je suis trop content, merci Laura Pétard. Là, je suis super heureux. Bon les filles, je vous check et allez voter, c'est important, hein. C'est pour l'avenir de Montpellier. D'accord, ça marche. Merci. Merci à vous aussi. Merci à vous les filles. Bah bien les amis, après cette journée, je pense que Montpellier va devenir la ville où il y aura le plus de jeunes qui votent. Et j'en suis ravie, vraiment. J'ai passé un super moment. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Thanks. Vous avez vu, même les jeunes, ils parlent de femmes, donc j'avais bien fait de le mentionner. Alors déjà, quel est justement votre rôle à chacune d'entre vous dans cette campagne? Tout d'abord, Elisa. Oui, bien sûr. Alors du côté de Meta, en fait, Instagram, c'est vraiment la plateforme d'expression des jeunes par excellence. Donc ça nous paraissait tout naturel de nous associer à Conbini pour cette opération. En fait, ça fait des années que Meta est très investi sur le sujet de l'engagement citoyen et de la participation électorale. Vous vous souvenez peut-être par le passé de petits produits qu'on a pu diffuser dans le fil d'actualité des utilisateurs. Et donc cette année, on redouble d'efforts à ce niveau-là pour encourager les jeunes à s'inscrire et à aller voter. Et vous donc, Marie? Et côté Conbini, il y a la même chose, hein, c'est un petit peu le média de référence pour les jeunes. 85% de notre audience a entre 15 et 34 ans.
Et puis nous, le côté créatif, ce qu'on apportait, c'était l'édito. On est venu nous voir en nous disant comment on peut parler aux primo-votants, comment on peut leur parler de vote sans les influencer nécessairement. Et on a eu cette idée, donc je ne sais pas si on le voit bien dans l'extrait, mais de partir avec des tracts. En fait, c'est des tracts Ça vote qui sont distribués dans des lieux publics, un petit peu comme des politiques, et de les faire distribuer aux influenceurs. Donc ça vient de nous. Et vous, justement, Sally, vous allez être une des influenceuses phares de cette campagne. Ça va être quoi votre rôle? Et justement, comment vous faites pour influencer de manière neutre? Alors, mon rôle sur cette campagne, ça va être d'aller à la rencontre du coup de jeunes pour parler avec eux de leur implication dans ces élections présidentielles et dans la manière dont ils vont utiliser leur droit de vote ou non. Justement, on va essayer d'ouvrir le dialogue à ce niveau-là, nous aussi avec les tracts qui sont juste derrière de la campagne Ça vote, et aussi les sensibiliser sur les questions de liste électorale, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de jeunes qui sont mal inscrits et qui du coup ne peuvent pas aller voter correctement. Et ma manière, en tout cas personnellement, de les influencer de manière neutre, c'est justement tout simplement de leur donner la parole. C'est-à-dire que moi, je suis pas là pour leur donner mon avis, je suis là pour discuter avec eux et pour entendre leur avis, entendre leur voix, et via cette campagne, leur donner de la visibilité et de la résonance à leurs propos et à leurs avis. Et je crois justement, Sally, que vous êtes sur le terrain, donc dans une autre ville que Paris, pour aller à la recherche de ces jeunes. Donc ce dispositif, il n'est pas uniquement parisien. C'était important pour vous, Marie? C'était une des idées de base. On avait envie d'aller dans plusieurs villes de France. On savait déjà qu'il y avait 4 programmes, donc on a essayé de cibler 4 villes, et puis en fonction aussi des influenceurs avec qui on travaillait. Donc dis-moi. Non, ce que j'avais pas compris, que je viens de comprendre, c'est que c'est pas uniquement un programme digital. J'ai l'impression que vous allez vraiment sur le terrain, et qu'il y a vraiment une grosse partie qui est faite... La plus grosse partie, enfin la campagne digitale, elle existe par ailleurs, c'est la diffusion, et puis c'est le filtre Ça vote, et puis voilà. Mais non, il y a une grosse partie de terrain où tout le tournage se passe à Marseille pour le premier avec Vargas, où il y a 2,1 millions, je crois, aujourd'hui de vues, le deuxième à Montpellier, troisième à Dunkerque, et le dernier, ce sera donc à Strasbourg. Et oui, l'idée, si on avait pu faire plus, d'ailleurs, on aurait fait plus, on serait allé dans 15 villes de France. L'idée, c'était aussi de faire un panorama de cette jeunesse très diverse. Cette jeunesse, elle s'intéresse à la politique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur les réseaux, ou chez vous, ou dans les réactions qu'ils ont sur Insta, ou sur... ils parlent de politique. C'est quelque chose d'engagement, ils parlent d'engagement sur des sujets de société, ça ils peuvent en parler très bien, et même de façon très informée. L'élection, c'est de la politique, quoi. Je veux dire, à un moment... politicienne, ils se sentent pas très concernés. Si on a fait aussi cette campagne avec Instagram et Smile, je pense que vous avez les chiffres, mais sur les dernières élections régionales, c'est 87% d'abstention des jeunes. Là, il y a un grand écart entre la population générale qui déclare aller voter à 80% pour les présidentielles, en tout cas, versus 58% pour les 18-24 ans. Donc oui, bien sûr qu'il y a un écart, et bien sûr que c'est une des choses qu'on veut interroger. Alors c'est qui votre cible concrètement? C'est les abstentionnistes, c'est les primo-votants, Elisa? Sur cette campagne, ça va être plus particulièrement les jeunes, et donc notamment les primo-votants. Effectivement, comme le disait Marie, ils s'expriment et ils s'engagent beaucoup sur nos plateformes, et donc cette campagne s'adresse plus particulièrement à eux. Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe, parce qu'on entend les jeunes sur divers sujets, mais leurs voix ne sont pas forcément entendues lorsqu'il s'agit d'un vote aux diverses élections. Pourquoi vous êtes allé chercher ces créateurs de contenu en particulier? Je m'adresse à vous deux. Tout d'abord, Elisa. Alors d'abord parce que c'était important pour nous effectivement d'avoir un maillage territorial important. On le disait tout à l'heure, c'est pas une campagne strictement parisienne, puisqu'évidemment le sujet des élections c'est au plan national, ça nous concerne tous, donc c'était important d'avoir cette diversité. Ils vivent dans différentes parties de la France, c'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, alors par exemple Sally est originaire de Strasbourg où elle enregistre sa vidéo. Je sais que Laura Pétard est de Montpellier où on a tourné sa vidéo. Voilà, c'était important donc de pouvoir être sur le terrain et on les a choisis donc en travaillant ensemble pour cela, pour la diversité qu'ils représentaient à travers ce maillage territorial important, la diversité de leur communauté aussi, puisqu'ils sont tous suivis par beaucoup de jeunes différents, et donc c'était un bon moyen d'aller chercher le plus de jeunes possible. Sally, est-ce que vous parlez de politique en général sur vos réseaux sociaux hors cette campagne? Alors, je dirais que je parle beaucoup et je partage beaucoup de contenu engagé.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est de la politique finalement? Oui, comme la politique, dans son étymologie, signifie la vie de la cité. Donc oui, je suis engagée dans la vie de la cité et la vie de la France et des personnes qui me ressemblent. Donc oui, j'ai un contenu qui est engagé, où je parle de beaucoup de sujets de société, même sans cette campagne. Et je pense que c'est justement pour ça que j'ai été sollicitée. C'était pour aussi apporter ma participation à ce genre de campagnes engagées qui sont très importantes pour la jeunesse qui se sent parfois très à l'écart du débat politique, et c'est important aujourd'hui d'aller à leur rencontre pour qu'ils puissent s'exprimer à ce sujet, expliquer pourquoi aujourd'hui une élection présidentielle chez les jeunes, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas tous les jeunes qui vont se dire oui, il faut que j'aille voter, et pourquoi. Donc c'est cette idée-là d'essayer de donner cette parole aux jeunes et de comprendre la manière dont ils pensent, ils réfléchissent et ils s'engagent. Et en fait, quand on voit ces jeunes sur Instagram, comme je le disais, ils interagissent beaucoup sur des sujets très engagés. Mais vous avez choisi un timing assez particulier, c'est 10 semaines avant le premier tour, c'est calculé ? Oui, bien sûr. C'était important d'abord pour une raison très pratique, c'était de le faire avant la date butoir d'inscription sur les listes électorales, qui approche très bientôt puisque c'est début mars donc que ce moment arrive. Donc voilà, c'était important effectivement de pouvoir lancer cela dans les temps. Exactement la même réponse. L'idée, vous l'avez vu, c'est ça vote avec un point d'interrogation. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le dialogue, de l'ouvrir un peu avant les présidentielles, si possible quand même, et puis avec cette idée d'aller les voir en leur demandant est-ce que tu sais que tu es inscrit automatiquement sur les listes électorales à 18 ans, et si tu as déménagé depuis, est-ce que tu sais ce qu'il faut faire pour aller t'inscrire, pour avoir la possibilité de voter. Pas nécessairement d'aller, enfin on leur dit pas d'aller voter, mais on leur dit donne-toi au moins cette possibilité. Alors il y a ce filtre qui arrive bientôt sur Instagram, le filtre Go voter, c'est ça ? Ça vote. Ça vote, voilà, un filtre qui va arriver pour mobiliser ces jeunes. En tous les cas, on l'attend, il arrive début mars. Et tout de suite, on passe à la chronique de Julien Casqui, TechCom. BFM Business, Hebdocom, TechCom. Bonjour Julien Casqui. Bonjour Margot. Alors il y a quelques jours, la CNIL a mis en demeure un site français pour son utilisation de Google Analytics. Elle reproche à l'entreprise américaine de ne pas respecter suffisamment le droit européen, une décision qui pourrait porter un coup au géant mondial de la publicité en ligne. Et y aura-t-il un avant et un après cette décision pour les géants du numérique? La CNIL reproche effectivement à Google de transférer toutes les données des utilisateurs de Google Analytics vers les États-Unis, ce qui est totalement contraire au RGPD, ce fameux règlement européen sur la protection des données personnelles. Google Analytics, c'est un outil qui vise à mesurer l'audience sur son site internet, sur ses pages, et mieux comprendre le comportement de ses internautes sur ce marché. 57% des sites utilisent Google Analytics selon le cabinet W3Techs. Et Julien, est-ce que cette décision signifie la fin de Google Analytics et peut-être des GAFAM ? Pour l'instant, cette interdiction, elle s'adresse uniquement à un site. Ce site, il ne peut plus utiliser Google Analytics sous peine d'une amende. La CNIL a été saisie par une association européenne de défense de la vie privée pour y avoir un effet boule de neige, d'autant que cette décision, elle n'est pas isolée en Europe. Il y a un mois, l'homologue autrichien de la CNIL a aussi épinglé un site internet de santé pour cette même raison. Et c'est quoi les conséquences pour Google ? Cette décision sur Google Analytics, elle pourrait aller au-delà de cette décision parce qu'elle pourrait s'adresser à d'autres outils que Google Analytics comme le cloud ou encore les services de paiement en ligne, et elle pourrait aussi surtout s'adresser aux autres GAFAM. Il y a 15 jours, Facebook a menacé de fermer ses services en Europe pour la même raison. Le groupe est actuellement visé par une enquête en Irlande, son siège en Europe. Lorsque les GAFAM transfèrent leurs données aux États-Unis, il y a un risque que les services de renseignement américains utilisent ces données, et c'est là qu'il y a un point de blocage au niveau européen. Pour se conformer justement au droit européen, les GAFAM pourraient rapatrier leurs données en Europe, et une négociation diplomatique entre les États-Unis et l'Europe a été engagée pour trouver un nouveau cadre d'échange de données transatlantiques. Merci beaucoup Julien Casqui, et tout de suite on passe à l'actualité avec Rebecca Blanc-Lelouch. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com.
Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors on va parler du Super Bowl. C'est mon actu préféré en général de la com. 100 millions de téléspectateurs rien qu'aux États-Unis. Le Super Bowl est donc le grand rendez-vous des annonceurs et les pubs font partie du spectacle. Et celle qui fait le plus de buzz, finalement c'est la plus simple. Oui, et c'est Coinbase qui en est à l'initiative. Alors Coinbase, c'est une plateforme d'échange, d'achat, de revente et de stockage de crypto-monnaies. Et Coinbase a dépensé 14 millions de dollars pour 60 secondes de pub seulement. Le forfait avait été fixé par NBC, la chaîne juste avant, à 7 millions de dollars pour les 30 secondes. Donc pourquoi 14 millions de dollars? Pour tout simplement un écran noir avec un petit QR code qui se balade comme ça de haut en bas, de gauche à droite et en diagonale. Et c'est ce qui a le plus marché. Et alors qu'est-ce qu'on obtenait avec ce QR code? Coinbase offrait 15 dollars en Bitcoin, donc gratuitement, en échange de la création d'un compte avant le 15 février. Et comme quoi, vraiment, c'est le plus simple qui fait son effet. Et l'app a planté. En fait, tellement il y a eu de succès, ce qui a entraîné une panne temporaire du site internet de Coinbase. Alors Rebecca, quelles sont les autres pubs du Super Bowl qui ont fait un peu fureur? Alors la marque de stylo, mais surtout de briquet Bic, a fait fort cette année et a fait appel au rappeur américain Snoop Dogg pour son spot pub. Snoop, qui incarne quand même aujourd'hui, on peut le dire, la consommation de cannabis dans le monde entier. Et Snoop Dogg termine le spot vidéo en disant « Bic, le meilleur briquet pour vos bougies, pour vos barbecues et plus ». On l'écoute. Bic Easy Reach, the ultimate lighter. Perfect for candles, grills, and so much more. On adore. C'est dommage, mais on n'aura pas le temps de toutes les passer en revue, mais on a pu voir parmi ces spots Jim Carrey, Zendaya, Kanye West pour McDo, Scarlett Johansson et encore beaucoup d'autres. 70 spots publicitaires ont été vendus pour cette 56e édition du Super Bowl, et je le rappelle, la 55e édition avait généré 434 millions de dollars de revenus publicitaires, un chiffre en passe d'être dépassé pour l'édition 2022. Et depuis cette semaine, Rebecca, Meta a déployé Facebook News en France, un nouvel onglet de l'appli de Facebook qui rassemble en fait les actualités. Et ils sont déjà une centaine de médias à faire partie, à être partenaires de Facebook News. Beaucoup de quotidiens nationaux sont déjà inclus sur la plateforme, comme Le Parisien, le JDD, 20 minutes ou encore La Voix du Nord. Et à l'occasion de ce lancement, Meta a dévoilé de nouveaux partenaires et on en fait partie. Les chaînes du groupe Altis en font partie, et également d'autres médias comme L'Équipe, Libération ou Gala. Et avec tous ces partenaires, Meta veut assurer aux utilisateurs que les contenus de Facebook sont fiables et dignes de confiance. Et les principes essentiels d'utilisation sont donc les actualités à la une personnalisation du fil d'actualité qui a aussi pour but de faire découvrir de nouveaux médias, et des sections par thème ou encore des collections qui permettront, si on veut, d'approfondir sur certains sujets. Et d'ailleurs, le partenariat de curation de contenu de Facebook News et Media Services, c'est une filiale de l'AFP, Rebecca. Et cette semaine, c'est Jellyfish, l'agence marketing digitale du groupe Fimala, qui a imaginé une campagne totalement décalée pour Greenpeace, un concept qui s'appelle Survifood. Et c'est un concept assez surprenant. Donc Survifood, c'est un service imaginaire de livraison, une fausse plateforme de livraison alimentaire qui livrerait des plats infects, des plats infâmes, pas chers pour les jeunes. Et donc le but de cette campagne, c'est de vraiment refléter le quotidien d'une partie de la jeunesse en France qui mange trop peu, voire souvent pas du tout, et souvent très mal aussi. Et on écoute Thomas Guillot, le directeur de la création chez Jellyfish. Effectivement, c'est un film qui va un peu singer les codes vidéo, des vidéos de présentation des Kickstarter et des différentes startups, où on va découvrir ce fondateur un peu loufoque, un peu schizophrénique, qui a cette idée qu'il ne doit surtout pas, qui ne doit pas voir le jour. Elle ne doit pas voir le jour parce que Greenpeace propose des solutions pour éviter ce scénario catastrophique. Le but, c'est clairement de créer le débat. On espère que la campagne se clôture autour d'un débat sur Twitch, avec si possible des représentants de la cause étudiante, de politique, de jeunes touchés par justement ce droit à l'alimentation.
Donc c'est une campagne de mobilisation qui veut montrer aux médias, au grand public et aussi aux candidats à l'élection présidentielle que la précarité alimentaire n'est pas une fatalité en soi. Il y a des solutions qui existent, des solutions qui sont notamment exposées par Greenpeace, comme la sécurité sociale de l'alimentation ou encore les repas sains et responsables à 1 € dans les restaurants universitaires. Et dans la lignée du mouvement de simplification des marques du groupe Dentsu International, l'agence créative Giro change de nom pour devenir Dentsu MB. Oui, et alors le but de ce changement de nom, c'est vraiment pour faire comprendre que l'agence a rejoint le réseau créatif publicitaire du leader japonais Dentsu, qui rassemble aujourd'hui 43 bureaux et 4000 salariés dans le monde. Giro s'occupe notamment d'American Express, de Generali ou encore de Disney. Pour Nathalie Dubuc, le directeur général de l'agence, installer une nouvelle marque en France, porter avec fierté le nom Dentsu et incarner une création durable et sociétale, c'est un nouveau challenge pour nos équipes et pour nous. Merci beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch. Et tout de suite, on passe au décryptage avec des stars du grand écran, mais aussi du petit écran. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Eh bien, bonjour à tous les deux. On est ravis de vous avoir en plateau. Édouard Montout, on ne vous présente plus. On a pu vous apercevoir dans La Haine ou encore dans Taxi, Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Et pour aider les TikTokers en vogue à proposer du contenu un peu plus original et plus innovant et de maîtriser aussi également leur jeu d'acteur, vous avez travaillé cette semaine avec l'agence Bolt Influence et des influenceurs. Et vous, Logan, vous avez fait partie de cette formation. Vous êtes une star de TikTok avec plus de 1,7 million d'abonnés. Alors justement, Logan, tout d'abord une question pour vous. Comment vous qualifieriez votre contenu et votre communauté ? Alors ma communauté, elle est quand même de mon âge, voire un peu plus. Elle est de 25-35 généralement. Et mon contenu, je dirais que je mets en scène le nouveau Un gars, une fille 2.0, mais de façon un peu plus vulgaire, un peu plus trash, et qui représente un peu plus notre génération actuelle aussi. Et voilà, et je joue les deux personnages, la fille avec le t-shirt sur la tête. J'ai mis ce concept-là sur TikTok. Qui remplace la perruque. Qui remplace la perruque. J'ai pas envie de me travestir, donc du coup je mets un petit t-shirt sur la tête et c'est drôle. Et Edouard, qu'est-ce que viennent chercher justement ces TikTokers avec cette formation ? En ce qui concerne Logan, je le drive, je le coach pour qu'il enlève le t-shirt sur la tête. Ah bon ? Voilà. Pourquoi ? Non, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? En fait, ils viennent chercher un petit peu d'expérience, j'imagine, d'expérience de jeu. Mais moi, je leur amène une forme de culture, peut-être un travail sur des textes qui ne sont pas les leurs. Mais je tiens quand même à dire que c'est quand même une génération qui a un rapport à l'image, à son image. Ils connaissent déjà ils ont déjà ces bases-là. Voilà, ils ont une connaissance, une compréhension assez rapide. Mais ma question c'est, est-ce qu'ils se regardent faire ? Parce que dans le jeu d'acteur, il faut être quand même dans le rôle. Ouais. Est-ce que ce rapport à l'image, justement, ça complique cette sincérité, cette authenticité ? Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand on est comédien et qu'on est dans le rôle, on a quand même un petit esprit, il y a quand même un troisième œil qui se regarde. On se regarde. Quand on est comédien, on se regarde dans le rôle, on se regarde dans la vie. Voilà, mais c'est pas la même façon que leur maîtrise de l'image. Mais c'est vrai que je leur demande un petit peu de s'oublier, d'oublier ce qu'ils font habituellement. Donc la plupart, souvent, ils sont un peu dans l'humour et la comédie. Là, je leur ai plutôt demandé d'être dans des choses un peu plus sincères, un peu plus voire dramatiques et parfois très 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 graves. Frédéric, vous êtes à TikTok ce que Louis Jouvet était au théâtre dans Entrée des artistes. Mon Dieu, que dire ? Et là, il me faut une réplique, je ne l'ai pas. Mais merci pour le côté Louis Jouvet, voilà, ça fait plaisir. Logan, soyons honnêtes, est-ce que quand vous avez commencé TikTok, c'était justement pour finir sur le grand écran ? Pas du tout, c'était pas du tout ça. Le but, moi, c'est de divertir les gens et de faire rire. C'est vraiment ce que j'aime faire avant tout. Et j'ai commencé comme ça, mais maintenant, voilà, comme il a dit Edouard, ça permet de se performer sur autre chose. Parce que votre TikTok, c'est un peu comme un one-man show, au final. Finalement, c'est ça. Donc, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi est-ce que vous avez besoin d'aller voir une formation ? Qu'est-ce que ça vous a appris du coup ? Déjà une formation, ça apprend beaucoup de choses, et dans le sens où sur TikTok, en fait, on est beaucoup dans un jeu d'acting, mais ultra séquencé, ultra tramé, où il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de silence, il n'y a rien. On parle, on débite. Et en fait, le jeu d'acteur, en fait, un silence, il peut se jouer. Un silence de 4-5 secondes, il peut se jouer en fait. Et sur TikTok, on fuit le silence. Donc il y a un vrai rapport, là, il y a une vraie différence. Mais du coup, c'est contradictoire parce que vous apprenez des choses qui vont être difficiles à mettre en œuvre. Pas forcément en fait. On peut se performer sur autre chose. On a appris tellement de choses
qui vont avoir un rapport avec notre contenu sur TikTok pour d'autres choses aussi. Après, en dehors de TikTok, la prise de parole, la confiance en soi, plein de choses, quoi. Édouard, oui, et puis en fait, vous savez, souvent quand on pense que les choses sont contradictoires, elles sont souvent complémentaires. Voilà, elles ne vont pas de pair spécifiquement, mais elles se complètent. Et peut-être qu'on aura plus tard, j'espère, des vignettes. J'appelle ça des vignettes, hein, sans aucun manque de respect. Des vignettes qui seront plus faites de silence, allez savoir. Et puis moi, j'aimerais bien aussi qu'on apprenne au public TikTok à avoir de la concentration sur plus d'une minute. Ce serait bien ça. Voilà. Parole de boomer. Ça arrive, mais justement sur TikTok, vous avez un peu digué. Est-ce que vous avez remarqué différents types de contenus? Est-ce que j'ai un peu... Alors voilà. Vous avez remarqué. Moi, je suis né le terme. Moi, j'ai appris des termes. Hein. Je savais pas que j'étais un boomer, donc je savais pas non plus que je diguais. Je ne savais pas que je diguais. Éclaté au sol. Moi, c'est mon préféré. Non, j'ai vu des choses pas mal, c'est vrai. Mais comme dit l'autre, je suis pas le cœur de cible. En revanche, mon fils, en fait, c'est la première fois que j'arrive à parler avec mon fils de 13 ans, quoi. Voilà. En fait. Ma question, c'est quel type de contenu vous avez pu trouver justement là-bas sur TikTok? Oh, il y a de tout. Vous avez réussi à les identifier. Il y a un petit peu de tout. Ouais, mais par contre, une chose en commun, c'est que c'est vrai que c'est léger, c'est comment tu dis, c'est lifestyle. Ouais. C'est plutôt ça. C'est du spontané, quoi. Voilà, c'est du spontané. Il y a des trucs qui m'ont fait rire, il y a des trucs qui m'ont moins fait rire parce que je trouvais que le jeu n'était pas au rendez-vous. Il y a un petit peu de tout, oui. Bon, après, j'ai pas non plus passé ma vie sur TikTok. Mais il y a des acteurs, quoi. Je veux dire, il y a des gens dont on peut se dire ce seront des acteurs. Il y a des gens dont on peut se dire ils connaissent leur acteur. Voilà, on a tous un acteur, c'est comme ceux qui font du one man, ils ont leur propre clown, et les gens qui se sont trouvés. Il y en a d'autres qui se sont moins trouvés. Maintenant, moi, mon travail, c'est de les faire se trouver et se confirmer sur des textes qui ne sont pas les leurs. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. C'est court et toujours intense sur Hebdocom. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission spéciale LinkedIn et influence sur LinkedIn. À la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, au revoir. Hebdocom sur BFM Business.